Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants, on continue le cours de myélome multiple et dans cette deuxième partie on va voir la partie la plus importante, c'est le diagnostic positif. Comment vous allez évoquer le diagnostic des myélomes multiples ou de la maladie de Kahler. Donc vous allez trouver toujours tous les supports comme d'habitude dans la description pour télécharger. Toujours, je vous invite chers amis à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas maximum de j'aime et de partage. Ne laissez pas ces vidéos à votre disposition. D'abord, c'est le but de ces séries de vidéos. C'est pour atteindre le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible, chers collègues. Donc, le diagnostic positif. Je vous invite à prendre note. Donc, les circonstances de découverte, ils sont variées, mais vous allez évoquer un myélome multiple devant cette symptomatologie que vous devez la retenir par cœur. Premièrement, douleur osseuse ou radiculaire qui est le signe le plus important. Les douleurs osseuses. Je répète, devant une douleur osseuse chez un patient âgé de plus de 65 ans, devant cette symptomatologie-là avec des troubles de la protéine, ou bien de troubles monoclonales, vous allez évoquer le diagnostic de myélome multiple. Premièrement, douleur osseuse, douleur radiculaire, altération de l'état général, donc un syndrome paranéoplasique, des fractures pathologiques. Vous allez évoquer le myélome toujours devant des fractures pathologiques. D'abord, ces douleurs osseuses, ils sont dues, comme on avait vu précédemment, à l'ostéolyse, qui représentera le critère le plus pragmatique, le critère le plus évident, et par suite, une hypercalcémie, une insuffisance rénale, comme on avait vu précédemment par l'accumulation des chaînes légères au niveau des tubules, qui sont les plus fragiles, les infections à répétition, dues bien sûr à la diminution des immunoglobulines polyclonales. Faites attention, différencier entre immunoglobulines monoclonales et polyclonales. Donc on note la diminution des immunoglobulines polyclonales, mais l'ascension, l'augmentation des protéines monoclonales, des immunoglobulines monoclonales qui sont pathologiques. Par suite, une compression médulaire, une augmentation de la vitesse de sédimentation, et bien sûr, un bilan électrophorèse des protéines, vous allez noter le pic monoclonal. Donc tout ça, on va aborder aujourd'hui dans cette deuxième partie. Donc, premier signe, c'est les douleurs osseuses. Premièrement, les signes osseuses, la douleur osseuse, ils sont quasi constants, dans 90% des cas de myélome multiple, et ils sont souvent inaugurales. Donc, le site qui vous craint le maximum, donc votre réflexion devant des douleurs osseuses chez un patient qui a un trouble de l'électrophorèse des protéines, un syndrome paranéoplasique, pensez devant une maladie de Kahler, surtout chez le sujet âgé au-delà de 65 ans. Donc, premièrement, les douleurs osseuses qui sont dues à l'ostéolyse. Donc, on notera des douleurs osseuses, des fractures pathologiques, hypercalcémie, tout ça va rentrer dans le terrain de l'ostéolyse qui est le signe le plus souvent répandu. Donc, douleurs osseuses, ils sont profondes, permanentes, à recrudescence nocturne. Ils sont non soulagés par le repos. Et ça va être un diagnostic différentiel avec de l'arthrose. Il siège préférentiellement au niveau du rachis, le bassin, le thorax, voire dans certains cas, ils sont diffuses et ils vont aggraver progressivement et devront être résistants aux antalgiques simples. Donc, un patient qui souffre des douleurs lombaires, thoraciques, voire diffuses, douleurs osseuses, avec des fractures pathologiques, avec un bilan calcique qui est élevé, donc vous allez penser à la maladie de Kahler au myélome multiple. Donc, ces douleurs-là vont être résistantes aux antalgiques. Aussi, ces douleurs-là, ou bien cette ostéolyse, ça va donner de la compression de structures nerveuses. Donc, on va noter des radiculalgies suite à la lyse osseuse. Donc, on note douleur sciatique, cruralgie et douleur en hémi-ceinture. Donc, tout ça, ça va entrer dans le terrain de lyse osseuse, surtout de la colonne vertébrale. Bien sûr, on dira aussi des fractures pathologiques qui sont spontanées par un traumatisme minime
qui sont dus à l'ostéolyse sévère des os, donc ils vont devenir très fragiles, voire traumatisme, un mini choc. Donc là, on va noter un tassement vertébral. Donc là, c'est le nerf obturateur ou bien le crural qui est atteint. Ça, c'est la douleur sciatique. Tout ça, ce sont des signes des compressions osseuses. Ça, c'est des douleurs costales, la lise côte. Et là, on note les fractures pathologiques. Donc, quand vous voyez au niveau du rachis. Et c'est ces fractures-là, qui vont donner la compression des structures nerveuses sciatiques, crurales et même parfois des douleurs en hémi-ceinture. Les fractures sont pathologiques à un minime choc. Ça va donner du tassement vertébral. Et par suite, un tassement vertébral, ça va donner de la compression de la moelle. Donc la compression médulaire par le recul de ce mur postérieur dans le canal rachidien. Aussi des fractures du côte, sternum, diaphyse des os longs. Donc tout ça, ce sont les liens d'ostéolyse. Le lien ostéolyse dans la maladie de Kahler, c'est surtout les colonnes vertébrales, le rachis. Aussi les os longs et même voir les os du crâne comme nous allons voir. D'autres signes, ce sont des tumeurs osseuses qui vont être palpables dans les os plats. Le crâne, le sternum, donc, et le voilà, des lésions au niveau du bassin, dans les os plats. Ça, c'est des lacunes, voire des fractures pathologiques. Le fémur, donc les os longs sont aussi le siège d'ostéolyse, des lésions osseuses. Ça, ce sont des lacunes au niveau du l'humérus. Là aussi, vous voyez des lacunes très étendues au niveau de l'humérus. Donc, c'est l'aspect, bien, c'est la clarté qui témoigne de l'ostéolyse étendue. Dans ce cas-là, c'est au niveau des os longs. À l'illustration à droite, c'est au niveau de l'humérus. Là, c'est des lacunes au niveau du crâne. Et là, bien sûr, sur le bassin et les os longs. Donc, les signes osseux, douleurs, radiculagie, fractures pathologiques, voire des tuméfactions. Donc, tout ça, ce sont les signes inauguraux, surtout de la douleur. Vous allez évoquer la maladie de Kahler devant cette douleur-là, associée à l'altération de l'état général. Donc, comme signes généraux, donc on va noter l'altération de l'état général comme tout syndrome paranéoplasique, asthénie, anorexie, amaigrissement. Mais la fièvre, là, elle est spécifique, voire exceptionnelle. Donc, on doit rechercher l'origine infectieuse devant une fièvre, mais il existe généralement dans certains des cas des fièvres qui sont exceptionnelles, nocturnes, qui vont survenir lors de cette ostéolyse. Donc, notez bien que les signes osseux sont quasi constamment dans 90% des cas. Suivi par les signes généraux, l'altération de l'état général, syndrome paranéoplasique. Et troisièmement, on note les signes radiologiques, donc qui sont les manifestations de cette ostéolyse. Donc, premièrement, on commence d'abord par l'examen plus simple, voire le plus qualifié, le plus compliqué. Donc, premièrement, la radiographie simple. Donc, classiquement, on prescrit chez patient une radiographie du crâne. Ça, c'est à retenir face et profil, bassin, rachis complet, gris costal, voire même l'humérus et le fémur. Donc, ce sont les localisations les plus fréquemment atteintes par le myélome. Donc, c'est le rachis premièrement, le crâne, on a vu les lésions, les côtes, les os longs surtout, l'humérus et le fémur, voire même le bassin. Donc, qu'est-ce qu'on va noter? En dehors des fractures, on va rechercher les lésions ostéolytiques. Donc, on va noter des géodes. Ces géodes-là sont, notez bien ce terme, des lacunes à l'emporte-pièce. Et les voilà, vous voyez des lacunes, ça c'est au niveau du crâne. On répète, là c'est des lacunes étendues au niveau de l'humérus. Là, vous notez des atteintes au niveau du fémur, voire le bassin. Donc, tout ça, ce sont des lacunes à l'emporte-pièce. Donc, ils sont arrondis aux valeurs limites nettes, sans condensation périphérique, avec un contenu qui est clair. Donc, vous voyez là la clarté qui témoigne de la lise
osseuse. Ce contenu-là, il est homogène et ces lésions-là peuvent être soit uniques, soit multiples. Donc ça, c'est des géodes, des lacunes. Là aussi, au niveau des os, là aussi des atteintes au niveau du crâne, au niveau du fémur, au niveau de l'humérus. Ça résume tout ce qu'on avait dit. Parfois, on note aussi des microgéodes, donc qui ont un aspect mité, voire moucheté de l'os. Donc, on a des géodes qui sont grandes. On note aussi des microgéodes, donc c'est l'aspect moucheté de l'os. L'ostéolyse, elle peut toucher, voire tout un segment osseux. Donc ça, c'est par exemple la branche ischio-pubienne, un pédicule vertébral. Ça va donner une lise de tout segment osseux. On note aussi des soufflures, des érosions de la corticale, c'est au niveau du fémur et l'humérus, des fractures pathologiques comme on a vu dans la symptomatologie, un aspect polykystique au niveau de l'os iliaque et l'hypertransparence osseuse diffuse comme on a vu dans l'humérus. Donc c'est une pseudo-ostéoporose par une ostéolyse qui est sévère ou bien qui est diffuse. Donc là, l'ostéolyse, elle est multiple disséminée et comme on a vu précédemment, en cliché précédent, on a vu des lésions, ou bien l'aspect pseudo-porotique. Donc le voilà, un aspect pseudo-porotique au niveau de l'humérus. Donc c'est la clarté qui est disséminée dans la totalité d'un segment osseux. Donc la radiographie standard, radiographie simple, ça va nous montrer les lésions osseuses, je répète, au niveau du rachis premièrement, l'humérus, fémur, les os longs, le gris costal et n'oubliez pas le bassin où nous allons voir des lésions, des géodes, des érosions, des soufflures, un aspect polykystique, voire dans certains des cas la pseudo-ostéoporose. C'est l'hypertransparence que vous êtes en train de voir à droite dans l'illustration. Dans l'IRM, elle est souvent utilisée pour voir le retentissement sur la colonne vertébrale. Donc elle est utilisée, l'IRM, pour étudier le rachis. Donc voilà, l'IRM, on va étudier le rachis dorso-lombaire. Ça va nous montrer des lésions osseuses. Donc c'est de l'hyposignal T1, hypersignal T2. Donc ça nous fait rappel à la radiologie. Donc on parlera dans la radiographie simple de clarté opacité. Dans l'IRM, on parlera de signal. Donc hyposignal T1, hypersignal T2. Et cette dernière, elle doit être effectuée systématiquement. Donc devant un bilan d'extension, de retentissement osseux de maladie, de calère du myélome multiple, l'IRM, elle est prescrite, elle est effectuée systématiquement, elle va nous montrer un hyposignal T1, hypersignal T2. Quatrièmement, les signes biologiques. Donc, c'est la vitesse de sédimentation. Donc, si on vous pose la question, quels sont les signes qu'on va retrouver la maladie de Calère ou dans le myélome multiple? Donc, on note les signes osseuses, douleur, radiculagie, compression, fracture pathologique, voire tuméfaction osseuse, associée à des signes généraux, donc fièvre, asthénie, douleur et amaigrissement. On note aussi des signes radiographiques, c'est la lésion à l'emporte-pièce. J'espère que vous avez noté tout ce qu'on avait dit. Donc, des lacunes, ou bien des géodes, des lacunes à l'emporte-pièce, qui vont témoigner de l'ostéolyse, voire pseudo-ostéoporose. On note aussi un hyposignal T1, hypersignal T2, associé à la clarté, je répète, dans la radiographie simple. Comme signe biologique, on note l'élévation de la vitesse de sédimentation qui va dépasser les 100 mm dans la première heure. Donc, la vitesse de sédimentation, c'est la conséquence directe de quelle pathologie? Du pic monoclonal sérique. Donc, elle est souvent très augmentée. Donc, faites attention, on note une réaction, on note une élévation de la vitesse de sédimentation qui va atteindre les 3 chiffres, donc supérieur à 100 mm dans la première heure. Il est dû, je répète, au pic monoclonal
Donc faites attention, on a, je répète, une élévation des anticorps monoclonales, diminution des corps, ou bien des anticorps, ou bien des immunoglobulines polyclonales. Dans la libération de la formule sanguine, donc elle va traduire la protéine monoclonale et comme conséquence sur les hématies, donc on va noter un rouleau sur les frottis sanguins. On note là une anémie qui est normocytaire, normochrome à régénératif. Je vous invite à consulter le cours de l'anémie. Donc, une anémie normocytaire, normochrome à régénératif qui est très fréquente, environ 60% des cas. Voilà le pic monoclonal dans l'électrophorèse des protéines. Donc, élévation des gamma-globulines monoclonales, je répète, avec diminution des immunoglobulines, des anticorps, des gamma-globulines polyclonales. L'origine de cette anémie, c'est l'infiltration médulaire, l'hémodulation qui est secondaire à l'hypervolémie plasmatique par la présence des immunoglobulines monoclonales. Donc ça va donner une hypervolémie, pression oncotique élevée, une insuffisance rénale qui est due, je répète, à l'accumulation de ces anticorps, ces immunoglobulines dans les tubules. Une leuconeutropénie, voire thrombopénie sont présentes, mais ils sont rares. Parfois, ils sont retrouvés dans le début de l'évolution et ils vont témoigner d'une infiltration médulaire qui est importante. Donc, ce sont les plasmocytes qui vont infiltrer la moelle. Ça, on avait dit précédemment dans la définition, dans la production de secours. Donc, les plasmocytes là vont envahir la médulaire ou bien la moelle osseuse et ça va donner une dysfonction de la moelle osseuse. Donc, c'est de l'anémie. Autre signe, donc je répète là, c'est le pic monoclonal dans l'électrophorèse ou bien l'immunoélectrophorèse des protéines sériques. Donc on va noter une hyperprotéidémie, souvent supérieure à 100 grammes par litre. Et on note le fameux pic monoclonal des gamma-globulines. C'est une bande étroite, homogène et dense dans l'électrophorèse. Donc, deuxièmement, dans l'immunoélectrophorèse, donc par l'immunofixation des protéines sanguines. Donc ça va donner le type de chaîne. Et on va noter deux types de immunoglobulines. Les chaînes lourdes, ça on avait dit dans la première partie de la définition. Donc la présence soit des immunoglobulines totales, voire des gènes, bien des chaînes légères. Donc on parlera de myélome à chaîne totale ou un myélome à chaîne légère et on va voir la protéine de Benz-Jones. Aussi on peut associer, donc ça c'est les bilans, ça va nous montrer l'anémie, l'hyperprotéidémie, ça c'est l'électrophorèse des protéines, bien l'immunoélectrophorèse. Ensuite, on peut faire un dosage pondéral des immunoglobulines. Donc, on va doser les IgG, les IgA, les IgM. Ça va nous montrer une diminution, voire un effondrement des autres classes d'immunoglobulines. Ça, ce qui explique un pic monoclonal des IgG avec une diminution des anticorps polyclonales et ça va expliquer l'immunodépression dans la maladie de Kahler. On peut associer aussi l'analyse des urines. Donc, pour rechercher la protéine, la fameuse protéine de Benz-Jones. Donc, l'analyse des urines, il est systématique. Il comprend la protéine urine des 24 heures, l'électrophorèse des urines concentrées, l'immunoélectrophorèse des protéines urinaires et la recherche de la fameuse protéine de Benz-Jones. Voilà, c'est la fragment des chaînes légères. Donc, une chaîne légère, elle a un petit poids moléculaire, elle va passer au glomérule, elle va être filtrée, elle va être dégagée dans les urines et on va noter la protéine de Benz-Jones dans les urines. Mais elle est inconstante. Là, les protéines de Benz-Jones vont témoigner de l'existence des chaînes légères, mais généralement c'est inconstant. L'immunoélectrophorèse des urines, ça va confirmer le myélome à chaîne légère, kappa et lambda, qui sont aussi retrouvés au niveau du sérum. Parfois,
On va noter la protéinurie non sélective. La présence d'albumine, ça va donner une atteinte glomérulaire comme dans l'amylose. Mais notez bien, la lésion la plus fréquente, c'est au niveau des tubules par l'accumulation de ces chaînes légères. Dernier examen qu'on peut ajouter pour confirmer le diagnostic, c'est l'étude de la moelle osseuse. Donc, on pensera, bien, on prescrira un milligramme par ponction sternale ou iliaque. Qu'est-ce qu'on va noter, comme on avait dit? Une infiltration plasmocytaire médulaire qui est supérieure à 10%. Et sur les caractères dystrophiques des plasmocytes, parfois on va passer à une biopsie ostéomédulaire qui est indiquée si le myélome il est non contributif ou bien si le myélogramme il est non contributif. Donc, on va rechercher les plasmocytes, on va dire qui sont altérés, c'est elles qui sont la source de ces immunoglobulines pathologiques. Donc soit un myélogramme, voire un médilogramme par biopsie, bien biopsie ostéomédulaire si le myélogramme n'est pas contributif. On peut faire un karyotype qui a seulement un intérêt pronostic. On recherche les complications par l'ionogramme sanguin, l'urée, la créatinine, le retentissement sur la fonction rénale, la calcémie qui représente une complication majeure qui est grave, donc l'hypercalcémie qui est due à l'ostéolyse. Et on peut apprécier le pronostic par le dosage de bêta-microglobuline et le dosage de CRP. Donc, comme on avait dit, tout ça, ce sont des signes biologiques retrouvés devant un myélome multiple. Donc, si on récapitule cette deuxième partie, la clinique, donc c'est les douleurs osseuses. Le signe le plus constant, le plus évident, donc qui a évoqué, donc vous allez évoquer un myélome multiple devant douleur osseuse, fracture pathologique, signe de compression, radiculagie, tout ce qui est en relation avec de l'ostéolyse. 8. Vous allez noter une augmentation de la vitesse de sédimentation, un pic monoclonal, je répète, donc tout ça c'est à retenir, des lésions à l'emporte-pièce dans la radiographie, hyposignal T1, hypersignal T2, la fameuse protéine de Burns-Jones dans les urines, et comme retentissement, on peut continuer ou bien on peut affirmer l'atteinte de la fonction rénale par l'accumulation de ces chaînes légères au niveau des tubules. Et dernièrement, dans le myélogramme ou bien de la biopsie ostéomédulaire, on va noter l'infiltration de la moelle osseuse par des lymphocytes B qui sont pathologiques. Donc ça, c'est tout pour la clinique. On va conclure ce cours dans la troisième partie où on va aborder les classifications, les complications et bien sûr le traitement, la conduite thérapeutique devant un myélome multiple. Je vous remercie pour votre attention, chers amis. Je vous rencontrerai dans la suite de ce cours. Bon courage dans vos préparations et à la prochaine.